Nous sommes en 1955 en Russie et est alors composée une mélodie qui va devenir très populaire en Russie, qui va devenir même le générique de Radio Moscou pendant pas mal d'années. Cette chanson est connue en Russie sous le titre Les Nuits de Moscou. Donc elle raconte des moments paisibles et qui permettent à l'amour de naître sans doute, quelque part à Moscou. Et elle va être reprise en France en 1959, 4 ans plus tard, sous le titre Le temps du muguet. Il partait, on l'avait appelé, on l'avait convoqué, il partait. Il rejoignait son régiment. Son régiment, ce n'est pas le sien, il n'est pas à lui. Il part, il obéit. Il sait qu'il part pour la guerre, comme son père avant lui, comme son grand-père, son arrière-grand-père. Chaque génération a sa guerre, sa der des der, toujours la dernière, suivie de la dernière, de la prochaine. Chaque père part un jour, chaque fils part un jour, chaque fille aujourd'hui. Chaque jour part un père, chaque jour part un fils, une fille. Chaque guerre emporte son lot. Pas toujours la même guerre, mais toujours la même folie.
Alors il part, par le choix. Par le choix. Il croit qu'il n'a pas le choix. Il faut partir, il part. Sur sa route, des sons, des images, des parfums, la vie qui continue, sereine, des oiseaux, des fleurs, la vie animale, la vie végétale, la vie normale, des enfants qui jouent, des enfants qui rient, la rivière qui chante, les nuages qui nagent. Il se revoit enfant avec ses panoplies, ses jouets d'enfants, ses petits soldats, très obéissants, ces petits soldats. Il leur faisait faire ce qu'ils voulaient. Un peu comme lui, aujourd'hui, finalement, manipulé comme un petit soldat. Il se revoit, il entend sa voix d'enfant, sa voix si lointaine et si proche. Il met la main à la poche, il sent sous ses doigts cette espèce de fétiche, de talisman qu'il a emporté. L'un de ses petits soldats, son préféré. Il les faisait parler, il les faisait penser, ces petits soldats. Il entend. C'est dans sa tête ou cet objet inerte qu'il entend parler. Il écoute. Je suis un petit soldat de plomb. On m'a mis du plomb dans la tête, dans le cœur et dans les talons. Est-ce que j'ai l'air con? Est-ce que j'ai l'air bête? Je suis un petit soldat de plomb. On ne m'a pas demandé mon avis, on m'a façonné sans façon. Mauvais maçon. Qui m'ont ravi la vie pour des petits garçons qui deviendront de vrais soldats. Et chanteront à l'unisson une chanson rythmée au pas. La chanson qui mène au trépas. Moi, je ne veux pas. Sonnez, clairon, tambour, battant, la retraite. Plus de mourons, ne mourrons plus, tambour, va-t'en. Je suis un petit soldat de plomb, l'homme m'a fait à son image, pour faire chanter l'air des lampions à des troufions qui n'en ont pas l'âge. Je suis un petit appelé de plomb, appelons les choses par leur nom. Quant au canon, ah non, non. Allons enfants, allons, allons. Ne restez pas sur mes talons, sortez-moi de ce mauvais pas. Je voudrais jouer au ballon, bah, pourquoi pas. Sonnez, clairon, tambour, battant, la retraite. Plus de mourons, ne mourront plus. Tambour, va-t'en. Je suis un petit soldat de plomb, mais sans vouloir plomber l'ambiance, je vous demande, mes colons, de ne pas trop faire confiance à tous ces porteurs de galons qui voudraient, ne soyez pas bêtes, vous mettre du plomb dans la tête, dans le cœur et dans les talons, pour faire de vous, filles et garçons, de bons petits soldats de plomb. Je suis un petit soldat de plomb, rien qu'un petit soldat de plus. Je veux quitter votre salon, sans un galon, cuivre ou alu. Si on me demande, tu ne m'as pas vu, je vais me cacher dans les talus. Turlututu. Allez, salut! Et le jeune homme se tait, écoute le silence qui suit ce poème intérieur, puis il rebrousse chemin, en se disant que chaque jeune, comme lui, au même moment, a peut-être aussi son petit soldat venu du fond de sa poche, du fond de son enfance, son petit déserteur. Et à défaut de pouvoir retourner en enfance, il s'en retourne au pays en sifflotant. Vous venez d'entendre Yves Lequin dans un de ses textes.
La chanson qui suit a été écrite et composée en 2015 par Sylvain Giraud. L'expression qu'elle contient, que maudite soit la guerre, en fait, a une histoire. On la retrouve déjà dans la chanson Le Prince d'Orange, qui date de 1544, et que Malicorne va immortaliser en 1973. Puis au XIXe siècle, c'est le soldat de Marsala qui reprend cette phrase comme un refrain maintes fois répété à travers les âges. Et puis cette chanson que nous allons interpréter, ce texte, qui s'appelle La rue des Lilas, se termine par une citation de Paul Valéry. Car la guerre est un massacre. De gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la vie, sur le trottoir de la rue des Lilas. Je le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Plus jamais revoir la ville au matin quand s'efface les pas. J'avais pu estimer la
Une nuit d'été de 1918, non loin du petit village suisse de Villeneuve, un pêcheur qui avait sorti sa barque sur le lac Léman remarque un objet étrange au milieu de l'eau. En s'approchant, il découvrit une embarcation faite de poutres mal assemblées qu'un homme nu, épuisé, tentait maladroitement de faire avancer en ramant à l'aide d'une planche. Étonné, le pêcheur s'approcha, l'aida à monter dans sa barque, recouvrit sa nudité tant bien que mal avec les filets. Puis, il essaya de parler à l'inconnu, tremblant de froid, recroquevillé craintivement dans un coin du bateau. Mais celui-ci répondit dans une langue étrange, dont il ne reconnut pas un seul mot. Le pêcheur renonça bientôt à toute autre tentative, remonta ses filets et se dirigea à grands coups de rame vers la terre ferme. L'homme fut ramené au village où aucun des habitants ne comprenait sa langue. Plus tard dans la journée, arriva le directeur du grand hôtel qui avait beaucoup voyagé et qui parlait plusieurs langues. Il comprit que cet homme était un soldat russe arrivé en France en 1916 avec le corps expéditionnaire. Après la répression qu'avaient subie ces soldats en septembre 1917, qui ne voulaient plus combattre et voulaient rentrer chez eux, il était devenu un fugitif voulant regagner à tout prix sa famille en Russie. On lui avait indiqué la direction à l'est, au-delà du lac. Le directeur rentra à son hôtel et l'homme passa la fin de la journée au village. Les gens allaient et venaient, lui n'avait pas conscience de leur présence et eux n'avaient pas conscience non plus de la sienne. Tous l'oublièrent et personne ne le vit se lever tout à coup, à la nuit tombante, et gravir à pas feutrés comme un animal le chemin qui menait à l'hôtel. Il se tint 1 heure ou 2 devant la porte, sa casquette à la main, l'air soumis, sans porter ses regards sur quiconque. Enfin, un des grooms remarqua cette silhouette étrange qui, noire et figée, telle une souche, était enracinée devant l'entrée étincelante de l'hôtel. Et il alla chercher le directeur. À nouveau, une petite lueur apparut sur le visage assombri de l'étranger lorsqu'il s'entendit saluer dans sa langue. Que veux-tu, Boris? Pardonnez-moi, je voulais seulement savoir si je pouvais rentrer chez moi. Bien sûr, Boris, tu pourras rentrer chez toi. Dès demain? Non, Boris. Non, Boris. Pas encore. Il faut attendre la fin de la guerre. Et quand? Quand la guerre sera-t-elle finie? Dieu seul le sait. Nous les hommes, nous l'ignorons. Pas avant? Est-ce que je ne peux pas partir avant? Non, Boris. Est-ce si loin? Oui, À beaucoup de jours d'ici? beaucoup de jours. Je partirai quand même, maître. Je suis fort. Je ne connais pas la fatigue. Mais tu ne peux pas, Boris. Il y a encore une frontière à traverser. Une frontière? Je nagerai jusqu'à l'autre côté. Non, Boris. Ce n'est pas possible. Une frontière, c'est un pays étranger. Les gens ne te laisseront pas passer. Mais je ne leur veux pas de mal. J'ai jeté mon fusil. Pourquoi ne me laisseraient-ils pas retrouver ma femme si je les en prie pour l'amour du Christ? Non, ils ne te laisseront pas passer, Boris. Maintenant, les hommes n'écoutent plus la parole du Christ. Mais que dois-je faire, maître? Je ne peux pas rester ici. Les gens ne me comprennent pas et je ne les comprends pas. Tu apprendras, Boris. Non, maître. Je ne peux pas apprendre. Je ne sais que travailler le champ. Je ne sais rien faire d'autre. Que ferais-je ici? Je veux rentrer chez moi. Montre-moi le chemin. Actuellement, il n'y a pas de chemin, Boris. Mais ils ne peuvent quand même pas m'empêcher de retourner auprès de ma femme et de mes enfants. Je ne suis plus soldat. Ils le peuvent, Boris. Et le tsar? Il n'y a plus de tsar, Boris. Les hommes l'ont destitué.
Il n'y a plus de tsar. Alors je ne peux pas rentrer chez moi? Pas encore, Boris. Il faut que tu attendes. Longtemps? Je ne sais pas. J'étais attendu si longtemps. Je ne peux plus attendre. Montre-moi le chemin. Je veux essayer. Il n'y a pas de chemin, Boris. Ils t'arrêteront à la frontière. Reste ici. Nous te trouverons du travail. Les gens ici ne me comprennent pas. Et je ne les comprends pas. Je ne peux pas vivre ici. Aide-moi, maître. Je ne peux pas, Boris. Aide-moi, maître, pour l'amour du Christ. Aide-moi, je suis à bout. Je ne peux pas, Boris. Personne. Personne ne peut actuellement aider personne. Pourquoi? Pourquoi alors m'ont-ils fait partir de chez moi? Ils ont dit que je devais défendre la Russie et le tsar. Mais la Russie est loin d'ici et le tsar, tu dis qu'ils l'ont, comment tu dis? Destitué. Destitué. Que vais-je faire maintenant, maître? Il faut que je rentre à la maison. Mes enfants m'appellent à grands cris. Je ne peux pas vivre ici. Aide-moi, maître, aide-moi. Je ne peux pas, Boris. Et personne ne peut m'aider? Actuellement, personne. Je te remercie, maître. Il descendit très lentement le chemin. Le directeur de l'hôtel le suivit longtemps des yeux et s'étonna de voir qu'il ne prenait pas la direction de son auberge, mais celle des marches conduisant au lac. Il poussa un profond soupir et retourna à son travail. Le hasard voulut que ce fût le même pêcheur qui trouva le lendemain le corps entièrement nu du noyé. Il avait posé avec soin sur le rivage le pantalon, la casquette et la veste qu'on lui avait offerte, et était entré dans l'eau ainsi qu'il en était sorti. On établit un nouveau procès-verbal, et comme on ne connaissait pas le nom de l'étranger, on planta sur sa tombe une croix de bois bon marché, une de ces petites croix qui ont autant de traces de destin anonyme, et dont notre Europe est maintenant recouverte d'une extrémité à l'autre. On ne connaît pas l'auteur de la chanson suivante. C'est donc un texte anonyme qui est apparu sous une musique qui était très célèbre, elle parle d'une chanson assez légère. Et là, le texte était beaucoup moins léger et il correspondait tellement, il traduisait tellement bien la réalité de ce que ressentaient les soldats à partir de 1915 que les soldats vont se mettre à la chanter. Et donc, entre 15 et 17, elle est chantée jusqu'à ce que le commandement militaire estime que cette chanson est trop incitatrice à la mutinerie et risque d'entraîner trop. Donc, elle va être interdite par les autorités militaires à ce moment-là. Et voilà, et donc, parce qu'elle est interdite aussi, on se fait un grand plaisir de vous l'interpréter aujourd'hui. C'est un texte très connu qui est entré dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, quand on aborde la guerre de 14-18, souvent on est confronté à ce texte. Et donc, voilà. La chanson de Kraoul. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a cessé, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien beau, comme dans un sanglot, on dit adieu aussitôt. Même sans
malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font à la fois. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher sous ces embusqués, ferait mieux monter au tranché pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous sommes dépourvus autant. Tous les camarades sont des lauréats pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les confiants vont tous se mettre en rêve. Ce sera tout, messieurs les gros, de monter sur plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez la pauvre peau. Car si vous voulez faire la guerre, payez la pauvre peau. On nous fait des signes désespérés. Il reste combien de temps? Le public, 10 minutes pour le public. Et 10 minutes pour D'accord, nous. on peut faire les dessins de la courtine alors? Allez, Mais vous dites pour rien, c'est nous. Allez, une petite dernière qui va nous... donc ce texte est écrit par des amis de l'association L'Incorté 1917. On a tourné l'autre chanson, La fraternelle. la chanson livre, la fraternelle. Ah oui, on peut peut-être... Terminer sur la fraternelle. Oui, Oui. Eh oui, si on a que 6 minutes, on peut pas oui, tout faire. on a tourné les paroles. Allez, Allez, c'est mieux. C'est mieux. Changement de programme, mais c'est bien, c'est bon. Oui. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Parce que moi, les ordres, ça va, c'est les... Non, je plaisante. Vous êtes prêts? Alors là, c'est une Marseillaise très originale. Les paroles sont de Yves Lecar. Il est là, Yves Lecar. La fraternelle, qui deviendra sans aucun doute l'hymne de la France en texte et même dans cette mélodie, un petit peu, quelque peu modifiée, mais vous allez vous en sortir, vous allez voir. On lui a enlevé son caractère un peu militaire, voilà, c'est tout. Chanter dans l'entente
On est désolé de raccourcir et d'interrompre. Et donc, vous pouvez bien sûr repartir avec ce texte fabuleux et n'hésitez pas à le répandre. Merci.